Alors j'aimerais aujourd'hui qu'on évoque un nouveau sujet qui fait aussi pas mal référence à l'actualité, le sujet sur la définition de ce qu'on pourrait appeler l'instinct guerrier. Alors avant toute chose, comme à l'accoutumée, on va passer par la partie un peu de définition, alors pas forcément de l'instinct guerrier, mais de la guerre. Selon Larousse, donc la guerre, c'est la lutte armée entre États, considérée comme un phénomène historique et social. C'est assez intéressant parce que pour eux, ils pensent que voilà, la guerre, c'est quelque chose qui est ancré de manière historique chez l'homme. Il y a une citation qui va un peu aller à l'encontre de ça, pour compléter, d'un théologien, c'est Fénelon, et qui dit que la guerre est un mal qui déshonore l'humanité. Sur la partie un peu supramentale, quand on lit un peu donc la genèse du réel de Bernard de Montréal, il sait que le mot guerre, il arrive quand même pas mal de fois. Je crois qu'il arrive quelque chose comme une trentaine de fois. Il parle de guerre contre l'astral, guerre contre soi-même, guerre contre les forces involutives. Donc même le mot guerre, cet esprit un peu instinct guerrier, est très présent, même dans les livres qui vont aborder le supramental. Voilà, j'avais pris une citation de Bernard qui disait « Au nom de la vérité, des hommes marchèrent vers la mort, sombrèrent dans la folie et glorifièrent la guerre et ses horreurs. » C'est vrai que dans votre livre, donc La Genèse de l'homme nouveau, il n'y a pas forcément des sujets qui vont parler précisément de la guerre, on va plutôt avoir des notions comme l'homme va jouer contre l'homme de manière un peu instinctive, de manière un peu cachée, mais il n'y a pas ce mot guerre qui ressort. Alors que c'est vrai que quand on a une vision un peu macro de l'être humain de manière générale, même d'un point de vue civilisation, la guerre c'est vraiment quelque chose qui a marqué énormément l'être humain. On voit la guerre dans les films, on voit la guerre même dans les livres théologiques. On voit même de la guerre d'un point de vue historique naturellement, mais même dans les sciences humaines ou les sciences économiques, on va parler de guerre, on va parler de lutte des classes, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a un côté instinct guerrier qui est considérablement marqué, notre manière de voir les choses. On pourrait même parler de ça d'un instinct guerrier, d'un instinct de prédation dans notre ADN. Et c'est là ma première question, c'est que voilà, face à une humanité, à des civilisations qui ont glorifié ou qui ont à l'inverse critiqué la guerre, est-ce que on peut un peu définir le rapport que va avoir l'homme nouveau par rapport à cet instinct guerrier et finalement par rapport à la guerre? Ben, pour l'homme nouveau, l'être qui est éveillé, l'instinct guerrier, c'est animal. C'est l'homme est programmé de cette façon-là et il utilise ces moyens-là pour protéger son territoire, premièrement, ok, ou essayer de prendre le territoire d'un autre. Ok? Fait que c'est purement animal. Les animaux fonctionnent comme ça. Pourquoi ils fonctionnent comme ça? Parce qu'ils sont assujettis au système. Okay? Ils n'ont pas conscience de rien d'autre. Alors, ça fait partie c'est la loi du plus fort, etc., etc. Alors, l'homme a hérité, c'est évident, de ces programmes-là et de ces instincts-là, si vous voulez. C'est inscrit dans son ADN, dans le sens de la mémoire, les programmes finissent par se cristalliser et l'homme aujourd'hui subit cette programmation-là. Okay? Ça fait partie de la programmation involutive ou ce que le monde appelle l'astral. Alors, cet instinct guerrier-là, vu du point de vue de l'homme nouveau ou de l'être qui est éveillé, ça ne peut plus fonctionner de cette façon-là. L'être qui est éveillé ne peut pas fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à se libérer de cette mémoire-là, de ces programmes-là. Voyez-vous? Il n'y a pas d'issue, si vous voulez, autre que la destruction, à la guerre, finalement. Voyez-vous? Il ne s'agit pas pour lui de ne pas se défendre, par exemple. Voyez-vous? Si il y a affaire avec un animal féroce, sauvage, qui l'attaque, c'est évident qu'il va prendre les moyens en conséquence, que ce soit un être humain ou un animal. Voyez-vous? Il va se défendre. Mais il y a des limites. Voyez-vous? Il ne se défendra pas pour... c'est évident pour protéger son territoire, mais il a conscience de ça.
Voyez-vous? Il n'attaquera pas l'autre individu pour prendre son territoire. Il va vouloir plus créer une harmonie avec l'autre individu. Voyez-vous? Mais s'il n'y a pas moyen de créer cette harmonie-là, si l'autre individu ou l'autre nation essaie de s'accaparer son territoire, c'est évident qu'il va se défendre. Puis il va se défendre d'autant plus qu'il est éveillé. Voyez-vous? Alors, ça ne l'empêchera pas de... en fait, l'homme nouveau, c'est un guerrier. C'est l'ultime guerrier. Mais il ne se bat pas contre... Il n'est pas en guerre contre l'homme. Voyez-vous ce que je veux dire? Il est en guerre ce à quoi se fait assujettir ou ce qui assujettit l'homme. Donc, l'ignorance, dont la conscience involutive ou la conscience psychologique, c'est la même chose, qui ne sont que des automatismes mécaniques, animaux. Lorsqu'on parle de mécanique, on parle d'animalité. Voyez-vous? Lorsqu'il y a inconscience. Lorsqu'on parle de mécanique, lorsqu'il y a conscience, c'est différent. C'est à ce moment-là que l'être humain devient réellement humain. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il se connecte avec la réalité systémique, avec la réalité, finalement, comment ça fonctionne, la vie. Alors, tant qu'il n'est pas connecté à cette réalité-là, il va faire la guerre. Il va suivre ses instincts animaux. Sa programmation, autrement dit. Il va subir ça, la souffrance de la guerre, la souffrance que... Puis ça, c'est une souffrance ultime, là. Il va subir ça tant qu'il ne saisira pas que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une autre façon de fonctionner qui est beaucoup plus intelligente. Voyez-vous? Alors, la guerre sert à faire souffrir l'homme pour qu'il devienne plus intelligent. Tout simplement. C'est un peu un marqueur. C'est un peu comme on l'avait abordé dans d'autres vidéos. Il y a aussi l'autre marqueur qui était un peu la souffrance, pour donner à l'homme l'information comme quoi il était en décalage. Là, l'autre marqueur, effectivement, c'est la guerre, pour montrer à quel point il est en décalage avec le système. Ouais, et le rapport avec le collectif. Voyez-vous? Comment l'individu est entraîné dans la guerre, collectivement, parce qu'il adhère à un certain collectif. Voyez-vous ce que je veux dire? De façon émotionnelle. Je suis français, ou je suis canadien, ou québécois, ou américain, ou whatever. OK, tu sais, les clans. Pourquoi les clans? Pourquoi cette mentalité territoriale-là? C'est par insécurité. Voyez-vous? Il veut contrôler son territoire. Il a contrôlé son territoire, puis il a contrôlé son territoire. Dans le sens qu'une personne qui essaie de contrôler son territoire par insécurité profonde, émotionnelle, il ne défendra pas de la même façon. Voyez-vous? Il ne s'agit pas de ne pas défendre son territoire parce qu'on est conscient. C'est ridicule. Il y en a qui pensent comme ça, par exemple. Il ne faut pas faire la guerre. Ouais, mais quand vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très fort, on va dire, dans les écoles de pensée un peu ésotériques précédentes. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu jovialiste, il y a un côté un peu, voilà, ne faisons pas la guerre, même si l'autre, il est extrêmement violent, parce qu'à partir du moment où l'autre, il veut faire la guerre et que vous êtes dans une passivité, bah, en fait, vous allez disparaître. Donc, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est-à-dire que, et ça permet de revenir sur ce que vous avez dit précédemment, vous avez dit que l'homme, justement évolué, il va être amené à encore plus se défendre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte encore plus du caractère un peu déséquilibré de l'autre. Pourquoi un homme évolué, il est plus apte à se défendre qu'un autre? C'est ça. Il se défend contre un animal sauvage. C'est la même chose. Alors, il compense. Donc, il peut arrêter quand il veut. Quand c'est nécessaire. Voyez-vous?
Il prie pour la paix, mais il est prêt pour la guerre. Hein? Parce Ouais, qu'il est obligé, il n'a pas le choix de se défendre. C'est en fait, vous l'avez mentionné, parce que c'est ça qui est assez subtil, c'est-à-dire que la personne qui est évoluée, elle va entrer en guerre, entre guillemets, ou du moins se défendre, non pas contre l'individu, mais contre le programme qui l'anime. Elle va avoir peur contre le programme qui l'anime. Exact. Ouais. Ce qui enlève toute passion. Mais elle va avoir conscience que l'autre personne est assujettie à ses programmes. Donc, elle se comporte de façon animale. Le terme animal, c'est pas ce que le monde parle. Le terme animal, ça veut dire l'assujettissement à la programmation, sans conscience de ce phénomène-là. C'est ça un animal. Donc, cet animal-là, qu'il soit humain ou autre, il évolue en fonction du système, sous l'emprise du système, sous l'ignorance du système. Voyez-vous? Pas évident, là. Qu'il souffre en conséquence pour l'amener, justement, à se libérer de ça. Comment il fait pour se libérer? Il prend conscience du système. Mais c'est pas parce qu'il prend conscience du système que là, tout est fini. Il y a un apprentissage, il y a un processus de transfert ou de transmutation et de sevrage de son ancienne conscience, sa conscience animale, dont il est assujetti à travers des automatismes. Voyez-vous? La conscience psychologique, comment l'homme pense, parle, c'est automatique. C'est tout des automatismes, ça. Donc, il doit en arriver à se sevrer de ces automatismes-là pour en créer d'autres qui sont plus ajustés à la réalité systémique, mais de façon consciente. Les premiers n'ont pas été créés de façon consciente. Il a subi ça. Pareil comme l'animal subit sa programmation. Comment il survit, etc. Sa façon de survivre, on appelle ça l'instinct animal. C'est des programmes. Des instincts, c'est des programmes. C'est des automatismes à réagir au niveau de la survie. Voyez-vous? Alors, ça explique pourquoi l'homme c'est si facile pour lui de faire la guerre ou d'attaquer ou de whatever. Puis c'est toujours une question de territoire. S'il pense que c'est son territoire, que l'autre a pris son territoire, et vice-versa, ben là, tout. C'est vrai que quand même chez la plupart des philosophes, ils vont avoir un rapport à la guerre assez fataliste, comme si c'était quelque chose qui rentrait un peu dans le cycle naturel. Quand se dit, bah voilà, la guerre c'est normal, ça fait partie de nous, ça fait penser effectivement à certains même penseurs, économistes français, Malthus, pour le citer, ce qu'on appelle le malthusianisme, c'est justement quelqu'un qui considérait la famine et la guerre comme des moyens de rééquilibrer la population mondiale, ou du moins dans un territoire. C'est vrai qu'on accepte quand même la guerre, aujourd'hui, comme quelque chose par défaut. Ben voilà, on est humain, on fait la guerre, c'est normal. Oh ouais, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Dans le sens qu'on n'a pas conscience d'autre chose. On accepte l'automatisme qui crée la guerre chez l'humain. Parce qu'on n'a pas conscience de la mécanique. On n'a pas conscience que ça fonctionne comme ça, mécaniquement. Voyez-vous? Donc, c'est animal. Animal veut dire mécanique, automatisme, inconscient. Que l'homme n'est pas conscient de ça, il agit de façon animale. Puis si on regarde la guerre, c'est l'ultime, c'est pire que des animaux inconscients ou qui n'ont pas la conscience humaine, psychologique, je parle. L'être humain peut se comporter encore pire. L'animal, il va tuer pour le manger, etc. Il y a certains animaux qui sont plus prédateurs, là, ils vont tuer pour tuer, là, mais c'est plus rare. Et justement, qu'est-ce qui fait que l'homme
va, dans le cadre de la guerre, aller plus loin que l'animal dans la barbarie? C'est quoi ce qu'il va, il va aimer C'est ça? intéressant. Il va éprouver de C'est satisfaction? la polarité, c'est qu'il polarise. Voyez-vous? Il polarise sa nation, il polarise la différence de l'autre, etc., etc. Alors, c'est la polarité qui le fait aller dans des extrêmes, comme ça. Plus il polarise l'autre négativement, plus il veut l'éliminer. Voilà, le génocide, c'en est un exemple. Voyez-vous? C'est négativer l'autre à tel point qu'on veut le faire disparaître. Là, c'est un mental qui est très polarisé. C'est une personne ou une nation qui est très polarisée. Voyez-vous? Pour faire la guerre, il faut que la nation soit polarisée. Habituellement. Voyez-vous? Il paye le prix. Avec la propagande. Et la propagande. Oui, la propagande, etc. Là. Ouais. Parce que sans ça, les gouvernements, ou ceux qui sont en tête des gouvernements, ils ne partent pas en guerre si facilement. Si l'opinion publique est complètement contre, ils sont politiques avant tout. Là. Ils veulent garder le pouvoir. Ils veulent demeurer en place. Voyez-vous? Mais si on l'appui du public, à travers la propagande, justement, ça marche. On a vu ce que ça a donné en Europe, en Allemagne, un peu partout, je trouve, la même histoire. Alors, vous aviez évoqué un peu avant, au début de cette vidéo, justement, que la guerre, c'était encore une fois ce même rapport, un même programme qui prend sa source dans ce lien avec le collectif. Donc, qu'est-ce qui explique cet esprit guerrier? Pour aller plus dans le détail, c'est quoi? Encore une fois, c'est la peur de l'autre, c'est l'envie de contrôler l'autre, c'est l'envie de détruire l'autre. Qu'est-ce qui fait que... Oui, la peur de l'autre, la peur du... Oui, la peur du... la peur de se faire annihiler par l'autre. L'ultime abandon, l'ultime... tu sais, ça va loin, là. À ce moment-là, l'ultime rejet, c'est de tuer l'autre. Tu sais? Fait que la peur d'être éliminé, ça joue, là. C'est très animal, ça. Voyez-vous? C'est évident qu'un être éveillé va réagir, mais il va réagir en conscience. C'est pas pareil. Oui? Ça me fait penser qu'effectivement, c'est l'ultime rejet. Donc là, c'est le même, je pense que c'est le même instinct. C'est vrai que pour sortir un peu des logiques guerrières, il y a même des personnes, on voit ça effectivement dans les crimes, qui vont tuer par amour. Ils vont dire, ah, je l'aimais tellement que j'ai tué. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette espèce de paradoxe? C'est la peur extrême de l'abandon. Ces personnes-là, c'est des personnes très vibrantes, des personnes qui sont très sensibles au rejet, premièrement, et à l'abandon, c'est évident. Ils préfèrent, en parenthèse, inconsciemment, tuer l'autre que de le perdre. C'est plus ou moins logique, là, mais... Autrement dit, si l'autre le rejette, il préfère le tuer. Plutôt que de pas partager, mais que l'autre fasse des connexions avec d'autres personnes. Ils ont une jalousie, encore une fois, c'est territorial. L'autre leur appartient. Il y a un phénomène... plus une personne est liée au collectif, plus les personnes, en général, font partie de leur identité. Alors, dans le sens que lorsqu'une personne est assujettie au jugement des autres, à la peur du rejet des autres, etc., elle nourrit sa conscience psychologique, autrement dit, elle nourrit sa programmation involutive. Okay? Elle se descend, donc elle a l'identité liée aux autres, qui est liée aux autres. Donc l'autre fait partie d'eux, dans un sens. Lorsque l'autre s'en va ou meurt ou quoi que ce soit, c'est comme si la personne réagit comme si c'était elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'identité. La seule identité qu'elle a, c'est à travers les autres. Autrement dit, elle voit les choses
elle est influencée par le jugement des autres, etc., par sa peur du rejet des autres. Elle est liée aux autres. Elle n'a pas le droit d'être seule. Elle va? Qu'elle soit liée, elle est liée aux autres. Elle est programmée de cette façon-là. Alors, elle réagit en conséquence. Puis ça va jusqu'à l'extrême comme ça, dépendant de l'intensité du conflit qu'elle vit. Il y a différentes intensités, différentes personnes, différents comportements en conséquence, c'est évident. Ceux qui sont plus vibrants, ben, ils vont plus aux extrêmes, sont plus polarisés par leur mental. Alors, ils sont prêts à aller très loin. De là, les crimes de guerre, etc. C'est très, très, très animal. Là. Ça devient extrême. La haine qu'ils ont pour l'autre. Ils veulent annihiler l'autre. Ils vont tuer des enfants, etc. Pourquoi ils tuent des enfants? Pour éliminer la race ou la nationalité ou whatever. Ils veulent les effacer de la surface de la Terre. C'est ça qui fait qu'une personne en guerre, par exemple, va tuer un enfant ou une femme, par exemple, qui n'est pas menaçant pour lui. Mais il est menaçant au niveau de son territoire, au niveau de son identité, etc. Puis au niveau du fait qu'il polarise à l'extrême l'autre. Donc, ils veulent l'éliminer. Il est totalement assujetti à ses émotions. C'est l'extrême, ça. Parce qu'il y a des bonnes raisons, lui, de le faire. La raison, c'est des raisons d'État. Parce que tu n'es pas de la même race ou même nationalité, quoi, on t'élimine. Parce que je me sens menacé, etc. Voilà. Quelles que soient les raisons. La différence. Pareil comme chez les animaux. La différence, un chat et un chien, ou n'importe quel animal, s'il n'est pas de la même race, ils ont tendance à se confronter. Voyons. Même chose. C'est très ancré dans l'homme, ça. Mais tant qu'il n'est pas libre de cette mécanique-là, de ces mécanismes automatisés-là, il va le subir. Donc, il va souffrir en conséquence pour éventuellement réaliser pourquoi, comment, pourquoi il souffre. Voyez-vous? Et il va se laisser emporter, il va se laisser avoir. C'est vrai que... Ouais, tant qu'il se laisse avoir, il souffre. Il va souffrir. Parce que c'est vrai que quand vous mentionnez effectivement les gens qui sont capables de faire des crimes, comme tuer des femmes, des enfants, et justement, c'est qu'ils sont extrêmement polarisés et qui sont faits dans une peur, en fait, on retrouve toutes les images, on retrouve toute la sémantique des propagandes du siècle passé. Justement, l'Allemagne, après l'Allemagne nazifiée, justement, c'était un peu leur... ils parlaient d'espace vital. Ils disaient, si on n'a pas ce territoire, on va mourir. On est encerclé d'ennemis. Donc là, on imagine un peu la mise en vibration de tout un peuple qui va l'amener, en fin de compte, à commettre des crimes qui, comme vous l'avez mentionné, pour eux, sont justifiés. Exact. Oui, on fait ça, mais c'est parce qu'on a un espace vital à défendre, à garder. Ouais. On a affaire de survie territoriale, le territoire, c'est toujours la survie qui est liée à ça. Mais quand l'individu ou la nation, ou les individus, en fait, qui font partie de la nation, n'ont pas conscience de tout ça, ils se font influencer par la famille, par le gouvernement, etc. Ils finissent par céder à cause du nombre, à cause qu'ils sont liés au collectif. Les personnes qui sont réfractaires à ça sont beaucoup plus individualisées, même inconscientes. Là. Voyez-vous? Les artistes, par exemple, sont plus individualisés dans un sens. Toujours au niveau psychologique, mais ils sont plus intuitifs, ils sont plus créatifs. Donc, ils sont plus près de la réalité systémique dans un sens. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça qu'ils sont... ils ont tendance à penser ou à fonctionner de façon différente, même s'ils sont inconscients.
Ils vivent pareil, là, tu sais. Mais ils sont différents des autres. Ils sont plus individualisés. Ils ont tendance à prendre des décisions par eux-mêmes. Ils sont influencés par le collectif, mais d'une façon différente. Ils vont voir des choses, autrement dit, que les autres ne verront pas. À même leur conscience psychologique. Ça a toujours été ça. Puis remarquez, ce genre de personnes-là, c'est toujours des personnes, des penseurs, mais c'est des artistes, en fait. Vraiment? Ils ont cette capacité-là. Qu'est-ce que c'est un artiste? C'est une personne qui est plus près de son intuition, donc il est plus vibratoire. Hein? Il est plus mental dans un sens. Mental, ça ne veut pas dire intellectualisé à l'os. Il fonctionne différemment. Il fonctionne beaucoup plus vibratoirement, autrement dit, intuitivement. Mais l'intuition, c'est pas assez, dans le sens que l'intuition, c'est toujours interprété, psychologiquement. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de ne pas l'avoir. Allez-vous? C'est ça qui fait la différence, puis c'est ça qui fait que, bon, il y a des individus qui fonctionnent différemment, puis là, ben, hein, ça a un impact, éventuellement. Est-ce que pour vous, l'intuition et l'instinct, c'est la même chose pour vous? C'est des notions différentes. J'ai vu qu'on parle de l'instinct guerrier, de l'intuition d'un artiste. C'est la même sensibilité, c'est la même sensibilité, mais qui est utilisée différemment, ou sont des notions différentes à votre sens? Non, l'instinct, c'est purement mécanique, purement vibratoire, dans le sens d'une programmation inconsciente. C'est très animal, beaucoup plus près. Il y a des niveaux de conscience, même la conscience psychologique. Donc, l'instinct, c'est beaucoup plus animal, beaucoup plus inconscient. Tandis que l'intuition, c'est un peu plus conscient. Voyez-vous? Les gens qui sont très intuitifs ont ce sens-là où ils ont la perception qu'ils touchent à quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, mais qui est différent de leur conscience psychologique. Mais ça ne les empêche pas d'interpréter ça de façon psychologique parce qu'ils sont influencés par les concepts psychologiques ou toute leur conscience psychologique, autrement dit. Les automatismes psychologiques, finalement. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est difficile de s'en sortir. C'est hermétique. Parce qu'il y a une résistance. Vous êtes automatisé à parler ou à fonctionner d'une certaine façon. Puis vous essayez de vous en sortir, mais vous continuez à penser ou à réfléchir dans tout ça. Fait que c'est hermétique, là. On ouvre la porte, on ferme la porte, là, tu sais. On tire et on pousse en même temps. Fait qu'on s'en sort pas. Ça prend un choc, ça prend quelque chose qui fait que la personne, ou un contact qui fait que la personne, commence à rouvrir la porte sans la refermer. Pour ça, il faut qu'il commence à observer les mécanismes subtils, justement, psychologiques, qui le maintiennent dans cet hermétisme-là. Autrement dit, il faut qu'il commence à se sevrer de cette conscience-là. Il n'y a pas le choix. Mais comment? C'est une autre histoire. Ben bon. Il y a, pour revenir justement donc ce côté, donc l'intuition, on a bien vu la différence, le côté un peu de l'instinct, l'instinct un peu guerrier. Il y a effectivement donc les personnes qui vont être amenées à commettre des crimes de par une polarité de peur, il faut que je défende mon espace vital, tout à fait des crimes de guerre. Il y a aussi des gens qui vont, du moins on a l'impression, qui vont prendre du plaisir à faire la guerre. Je pense aussi à des soldats qui ne vont pas se dire je fais ça pour mon pays, je fais ça
pour la France, pour le Canada, je suis obligé, leur sort meurtri et le justifie. Mais il y a des gens qui, eux, vont trouver du plaisir à chasser, du plaisir à rentrer en prédation, même à tuer l'autre. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique justement qu'ils vont trouver une forme de satisfaction à anéantir un autre individu? Le besoin de contrôle, le besoin de contrôler. Par insécurité. Voyez-vous? Avoir un sens de son pouvoir. La personne a plus un sens de son pouvoir lorsqu'elle détruit l'autre ou lorsqu'elle assujettit l'autre. Quelqu'un qui vit beaucoup de dévalorisation, il veut toujours se valoriser d'une certaine façon, ben, il va se valoriser comme ça. S'il assujettit l'autre, il détruit l'autre, il se valorise. Il se sent plus en valeur. Mais il obéit à un mécanisme, finalement. Voyez-vous? Fait que, il est aussi il est prisonnier de ça. Mais il ne sait pas. Il prend plaisir à ça parce que, plaisir c'est un grand mot, là. Il prend plaisir à ça parce que, justement, il contrôle. Plus il y a de contrôle, plus il y a de satisfaction. Voyez-vous? Mais c'est sa seule façon, c'est la seule façon qu'on peut contrôler l'autre. Voyez-vous? En dehors en dehors du physique, on ne peut pas contrôler l'autre. Voyez-vous? Jusqu'à un certain point, là, psychologiquement, là, avec des méthodes, mais pas plus que ça. L'autre est libre de faire ce qu'il veut, fait qu'on ne peut pas contrôler tout. Là. Que le contrôle physique, la violence physique, ça donne l'impression d'un contrôle total sur l'autre. Donc ça satisfait cette insécurité-là. D'accord, donc c'est de la gestion de dévalo, parce qu'effectivement, comme je parlais effectivement là des soldats qui vont trouver un plaisir. Et puis, toute cette partie un peu de contrôler l'autre, on pense aussi là, aux tueurs en série. C'est vrai que leur histoire est très commune. Ils ont tous une enfance où ils ont été, voilà, ils ont souffert du rejet, d'une dévalo absolument terrible. Et là, maintenant, on comprend le lien entre cette volonté de vouloir contrôler l'autre. C'est ça, par insécurité. Ces gens-là sont extrêmement polarisés. Ces guerriers ou des tueurs en série, c'est extrêmement polarisé. Autrement dit, c'est des personnes qui ont un gros conflit d'abandon. Voyez-vous? Très gros. Le lien avec les autres est très fort. Donc le fait de tuer l'autre, c'est de le contrôler. Oui. C'est ça. C'est l'extrême contrôle. Parce que la personne a besoin de se sentir en contrôle. Okay? Elle est tellement insécure qu'elle a un besoin extrême de se sentir en contrôle. Que ça va jusqu'au meurtre. Torturer l'autre, whatever. Se sentir en contrôle. Voyez-vous? D'accord. Non, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément ces mécanismes en tête, mais ça fait sens. Parce que comme vous aviez encore une fois mentionné la dévalo, on comprend tous que tous les tueurs en série, toutes les personnes qui ont été amenées à tuer d'autres et à trouver soit du plaisir, de la satisfaction, ils ont tous cette même dévalo, c'est un peu leur dénominateur commun. On parle toujours d'enfance compliquée, etc. C'est ça, puis ces mêmes personnes-là, lorsqu'ils se font prendre, ils vont se vanter de ce qu'ils ont fait. Ils vont avouer. Pourquoi ils avouent comme ça, puis ils se vantent de ce qu'ils ont fait? Parce que là, ils revivent encore le contrôle. Regardez comment je contrôlais tout ça, là. Même quand ils se font arrêter, là, puis ils savent qu'ils vont se faire pendre ou ils vont passer le restant de leur jour en prison. C'est valorisant pour eux. Ils vont leur dire où ils ont enterré le corps, etc., etc. C'est ça que tu as besoin de se valoriser, ça. C'est ça, ne pas avoir d'identité. Ça, c'est l'extrême de ne pas avoir d'identité. C'est l'extrême d'être décentré. Une personne comme ça est totalement décentrée, c'est l'extrême. Elle a besoin de se créer une identité à ce point-là.
mais totalement manipulé par sa programmation. À Et l'extrême. encore une fois. L'extrême polarité, etc. Ouais. Et encore une fois, une entité qui passe, encore une fois, par l'autre. Par le Ouais, tout contrôle le de temps. l'autre ou par l'anéantissement Tout de le l'autre. temps. Ouais. On voit le décentrage total, là. On voit À effectivement cause que- du lien avec le collectif, justement. C'est quoi le lien avec le collectif? C'est un lien de peur. Peur du rejet, peur de l'abandon, etc. À la base. Fait que la personne, elle se sent insécure. Donc, elle a besoin de contrôler. Les gens qui vivent de l'insécurité, ils ont besoin de contrôler. Les gens qui font de l'anxiété, ils sont tous dans le contrôle. Mais pourquoi ils vivent l'anxiété? Parce qu'ils perdent le contrôle. Tôt ou tard, hein? T'sais? Ils vont perdre le contrôle, puis assez vite quand même, assez rapidement. Par insécurité. Donc, l'anxiété vient de la peur de perdre le contrôle. Parlez à n'importe quelle personne qui fait de l'anxiété, puis questionnez-la, vous allez voir, finalement, c'est ça. C'est la peur de perdre le contrôle. La peur de ne pas dormir, la peur de ci, la peur de ça, qui est liée à la peur du régime et de l'abandon, c'est évident. Ouais, dans le sens que ça rend la personne insécure, puis elle vit comme ça. Les gens ont de la difficulté à faire des liens. C'est ça le problème. Mais vibratoirement, c'est évident, les liens. Lorsqu'on commence à être scient de ça, les liens deviennent évidents. Mais au niveau psychologique, les liens ne sont pas évidents. Non, ils sont paradoxaux. Oui, ils sont paradoxaux. Ouais, ah oui, c'est quelqu'un qui aime tellement l'autre, mais qui va être amené à la tuer. Quelque part, il a tellement peur de perdre l'autre qu'il va finalement le perdre. C'est comme un problème psychologique, on s'en sort pas, on se dit, bah, c'est aucun sens. Ça. C'est d'un point de vue mécanique, on se dit, c'est la folie. Voilà. Ouais. Mais c'est pas ce que le monde pense, c'est justement l'extrême. La personne est très liée à l'autre. Elle n'a pas d'identité. Aucune. L'autre fait partie de son identité, comme si vous y arrachez un organe. Une partie d'elle-même, une livre de chair. C'est la même chose. La personne meurt, sa mère, whatever, c'est la fin du monde. Là. Pourquoi c'est la fin du monde? Parce que la personne, elle n'a pas d'identité propre, individuelle. Son identité est liée aux autres tout le temps. Voyez-vous? Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a de l'identité, il se fout complètement des autres. C'est pas ça l'idée. Il y a un besoin relationnel avec les autres. D'autant plus. Voyez-vous? Mais pas à n'importe quel prix. Tandis qu'au niveau psychologique, au niveau du conflit, au niveau du lien avec le collectif, c'est à n'importe quel prix. Voyez-vous? C'est intéressant parce que ce côté un peu, la personne, elle n'existe pas réellement, elle existe uniquement par l'intermédiaire de ses relations, donc le lien avec le collectif. C'est même quelque chose qu'on voit apparaître dans le langage. Parce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, on dit, ah bah cette personne me manque. Comme si j'étais un assemblage de parties, et le fait qu'elle soit plus là, ah bah il y a un vide en moi, il y a quelque chose qui me manque. Donc même dans le langage, cette notion de l'identité est faite d'abord, avant tout, par rapport à mon extérieur, on la retrouve même dans le langage. C'est ça. Mais c'est émotionnel, c'est psychologique. Une personne éveillée peut dire la même chose, mais c'est pas, ça n'a pas le même impact sur elle. Elle peut avoir ce que j'appelle un ennui vibratoire. Moi, je vivais ça avec Bernard et vice-versa. Il y avait un ennui vibratoire. À un moment donné, il fallait que je le rencontre. Fait qu'il y avait un ennui vibratoire, pas pareil. C'est pas par insécurité, c'est par affinité vibratoire. Voyez-vous? Le lien est encore plus fort, mais c'est pas un lien émotionnel. Voyez-vous? Tandis que dans l'autre cas, c'est un lien émotionnel. Puis un lien émotionnel avec le collectif, c'est la peur de perdre. Ou la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, d'être le mouton noir par rapport au collectif. Voyez-vous? La personne n'est pas suffisamment individualisée pour
absorber cette solitude-là. C'est tout. Fait qu'elle était habituée, elle est programmée pour être liée aux autres tout le temps. Au jugement des autres, être influencée à l'os par les autres. Par la peur, à travers la peur. Comment voulez-vous qu'une personne qui vit ça soit en valeur, se sente en valeur? Impossible. Elle n'a pas d'identité. Elle ne peut pas se sentir en valeur. Elle n'a pas d'identité, elle ne peut pas se sentir sécure. Elle essaie de se sécuriser comme ça. C'est impossible pour elle de se sentir sécure. C'est un autre paradoxe, ça. Elle se lie aux autres ou elle est liée aux autres par insécurité. Elle dépend des autres pour sa sécurité, mais en même temps, elle continue à vivre de l'insécurité. Ça ne marche pas, là. Tandis qu'une personne qui s'individualise, qui s'éveille, elle se sécurise de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente de ce qui se passe. Au niveau de la mécanique, etc. Elle est en conscience du système. Elle est en lien télépathique avec le système. Ça veut dire qu'elle a un sens global du système. C'est ça que ça veut dire, un lien télépathique. Ouais, elle ne le subit plus, c'est comme on mentionnait effectivement précédemment, ouais. C'est-à-dire qu'elle est dans l'ingénierie de ce système-là, c'est ça. Mais elle n'est pas justement dans complètement possédée entre guillemets par celui-ci. C'est ça. La conscience d'un système ou du système, l'ingénierie, c'est ce qu'on appelle la cybernétique. C'est l'étude des systèmes. On peut appeler ça la cybernétique vibratoire. Voyez-vous? L'étude du système. Du système. Pas seulement des systèmes. Voyez-vous? Tous les systèmes sont basés sur le système vibratoire, autrement dit la réalité vibratoire, la vie. Que ce soit les computers, n'importe quoi. Tous les systèmes. Des formes de systèmes. Oui, c'est l'homme qui a essayé, même si jamais il n'avait pas conscience à 100%, mais au moins de par l'intuition, il a reproduit dans les systèmes informatiques ce qu'il sentait, ce qu'il intuitait plus ou moins. Ce qu'il vit finalement. Ce qu'il vit. C'est ça. Intuitivement, il a connecté avec. Et en plus, il a essayé de le reproduire. Oui, ben c'est ça. Il connecte avec, puis il le reproduit. Il essaie de le reproduire, plutôt. C'est ça l'idée. Tu sais, quand il y a l'idée de génie, là, ça vient de là. Il ne sait pas, ça. Il appelle ça de l'intuition. Il baigne dedans. Il invente des machines, des computers. Maintenant, on est à l'ère d'automatisme. Hein? L'intelligence artificielle, c'est encore la même chose, etc. On se fait ça. Parce que, justement, on est au niveau de l'évolution, on est rendu là. L'homme est rendu là. Voyez-vous? Il est à veille de connecter avec le système ultime. Là. C'est ce qu'on fait. Là. Ce dont on parle. L'éveil de l'être humain à cette réalité-là. C'est ce qui va régler tous ces problèmes, tous les problèmes de toutes sortes. Guerre, etc. Survie individuelle, etc. Souffrance psychologique, etc. L'être qui est éveillé ne souffre pas psychologiquement. Il peut souffrir vibratoirement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir une tension énergétique ou une tension vibratoire. Mais ça n'a pas de forme. Là. Il peut utiliser cette énergie-là. C'est ça que ça veut dire.
encore une fois, ingénieur, une sorte d'ingénierie de... Oui, exactement. Il peut utiliser, il est conscient de l'ingénierie, de tout ça, comment ça fonctionne. Pour ça qu'il peut s'en servir. Quand il est inconscient de ça, il ne peut pas s'en servir. S'il est très intuitif, il peut commencer à s'en servir, mais de façon inconsciente. Plus ou moins consciente. C'est vrai qu'effectivement, là, bon, il y a une accélération d'un point de vue technologique, ce qui amène l'homme à franchir différents paliers. Moi, j'aimerais avoir votre vision, justement, pour revenir un peu sur ce côté instinct guerrier, sur l'espèce de bascule qu'il y a eu entre, on va dire, le XXe siècle et le XXIe siècle, sur cette partie un peu guerrière. C'est-à-dire que le XXe siècle, entre guillemets, les héros, parce que c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a mentionné au tout début, il y a énormément de statuts, de personnages, dans des villes européennes, mais aussi partout dans le monde, qui vont mettre un peu en exergue des héros guerriers, des grands combattants, des choses comme ça. Donc on peut qualifier que le siècle, le XXe siècle, c'est un peu le siècle effectivement des combattants, le siècle des guerriers, tandis que le XXIe siècle, plus dans un côté plutôt victimologie. C'est-à-dire qu'on va plutôt mettre en exergue voilà, des minorités opprimées, celles justement qui subissent un peu donc, la force, etc. Comment expliquer un peu cette bascule entre d'un côté ces glorifications du conquérant, donc de celui qui est capable d'imposer quelque chose aux autres, alors qu'au XXIe siècle, on est passé dans une autre polarité justement, on n'est plus dans la glorification, non pas de celui qui est en mesure d'imposer, mais de celui à qui on a imposé. C'est ça qu'on a vraiment le culte des minorités. Je pensais à ça quand on parlait effectivement de la souffrance. Aujourd'hui, cette espèce de victimologie ou de pathologie, c'est quelque chose qui est très prenant aujourd'hui. Comment expliquer cette bascule en fait? C'est justement le pendulum. On passe d'un extrême à l'autre à cause justement des émotions des gens ou de la polarisation du mental. Les gens spirituels sont plus empathiques vers des personnes comme ça ou des conditions telles. Voyez-vous? Il y a de plus en plus de personnes spiritualisées dans le monde. Ils vont valoriser la victime. Ils vont parler de la victime. Ils vont essayer de protéger la victime. Voyez-vous? Ceux qui glorifient la guerre, c'est pas des personnes empathiques, ben. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une rupture totale. C'est vrai que même quand on voit les stars, les monuments, ceux qu'on met en exergue, il y a eu vraiment une bascule énormissime entre celui qui faisait la guerre et celui qui la subissait. Et surtout aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est encore plus rapide. S'il y a une majorité de gens, le pendulum, il penche l'autre bord. Dans le sens, il y a une majorité de gens qui parlent des victimes, etc., tout le temps. À ce moment-là, il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans, mais ces gens-là ne sont pas équilibrés, justement. Ils passent à l'autre extrême. Ils vont faire des victimes justement de terroristes, etc. Puis il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Voyez-vous? Ils vont en faire des victimes. Pourtant, c'est eux qui ont allumé la mèche. Voyez-vous? Très souvent. Mais c'est des victimes. C'est quoi les mécanismes qui expliquent justement ce culte pour justement cette victimologie? C'est-à-dire que même effectivement des personnes qui vont être amenées à faire des crimes odieux, il y a toujours des gens qui vont trouver effectivement des excuses, qui vont dire non mais il faut comprendre, c'est avant tout une victime du système. On dit beaucoup de ça, c'est une fois justement, on parle de cybernétique. D'où ça vient? C'est quoi les mécanismes qui fait qu'un individu va toujours défendre, même si la personne va faire des choses... mais c'est la spiritualité extrême, simplement. Fait que la spiritualité, c'est l'attitude psychologique d'un être conscient, d'un être éveillé. Je ne sais pas si je me fais saisir, là. L'attitude psychologique. Donc, ils vont
aller aux extrêmes à ce niveau-là. Parce qu'ils ont raison, ils se croient dans la vérité. Parler à des gens spirituels, ils parlent de vérité tout le temps. Voyez-vous? C'est très polarisé, l'affaire de la vérité, le mensonge de la vérité. Voyez-vous? C'est difficile pour eux, ben, c'est comme ça. Ils croient. Ils sont très croyants. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir ce qui se passe. Il y a beaucoup de subtilité là-dedans. Mais les gens spirituels sont influençables parce qu'ils sont liés au collectif. Que si leur collectif auquel ils adhèrent, bon, ben, c'est polarisé de cette façon-là, ben, ils vont suivre. Voyez-vous? C'est des courants. Puis, comme je dis, d'autant plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va très vite. Là. La communication aujourd'hui, qu'elle soit destructive ou productive, ça va vite. Les gens sont beaucoup plus influençables qu'avant. À cause du nombre, à cause du lien avec le collectif. Surtout que ça dépasse un certain nombre, ils sont influencés parce que sont influencés par le nombre. Voyez-vous? S'il y a beaucoup de monde qui pense d'une certaine façon, ben là, ils vont penser de même. D'accord. Qu'ils vont avoir un courant. D'accord. Donc, une fois le lien avec le collectif, c'est-à-dire, bon, bah, il va y avoir, on va dire, un seuil critique, une masse critique ou de personnes qui vont penser comme ça. Donc, moi, inconsciemment, je vais être plus amené à les suivre parce que j'ai mon lien avec le collectif et j'ai pas envie d'être abandonné par. Enfin, exact. Donc, il n'y a pas de conscience individuelle à ce moment-là. Il n'y a pas de discernement individuel. Votre discernement ou le discernement est toujours lié aux autres. Alors, vous avez, dans ce temps-là, la personne a le discernement de la majorité collective auquel elle adhère. Voyez-vous? Mais le collectif, c'est global. C'est toutes les tendances. La tendance, c'est d'être dépendant du jugement des autres. Et la peur du rejet des autres. La peur d'être rejeté du clan. Voyez-vous? La tribu. Elle est grosse, la tribu. Voyez-vous? Autrement dit, l'incapacité, l'impuissance à être seul. À voir les choses par nous-mêmes. Hein? Oui? Mais ouais, en fait, je pensais à quelque chose, même si jamais on s'éloigne un peu du sujet, mais je pense que ça fait lien. En fait, ça remet même en question, quelque part, le vote. C'est-à-dire, on va voter pour des élections présidentielles ou peu importe, et au bout d'un moment, tout est mécanisme de masse, on remet en question le vrai discernement. S'il y a des gens, même si jamais ils vont, je sais pas, avoir des positions politiques qui vont se trouver contre cette majorité qui est en train de se former, c'est que inconsciemment, il va être amené à voter pour cette majorité parce qu'il y a un lien avec le collectif. Oui, exactement. Ouais, ça se passe aux États-Unis en ce moment. Ça se passe dans différentes parties du monde. Le fascisme, ça recommence. Voyez-vous? C'est de la manipulation. Les gens se laissent manipuler, malgré que toutes les aberrations, par exemple, d'un chef ou de whatever. Voyez-vous? Alors, regardez ce qui se passe en Argentine, là, le nouveau président qui vient d'être élu. Il a utilisé au maximum ce principe-là, conscient ou inconscient. Là. Il l'a utilisé au bout. C'est un économiste en plus, puis, mais il jouait au bouffon parce que ça marchait avec le monde. Puis il a gagné les élections. Hein? Peut-être qu'il va faire, ça va remonter, là. Il veut prendre l'argent américain comme base, pareil comme et probablement les cryptos, là. Pareil comme au oui, il faut changer. Après, c'est comme on l'a vu, il y a une dimension un peu spectacle quand même.
Il y a une Ouais, dimension un peu foufou, ouais, il, c'est ça. il veut même récupérer les Malouines aux Britanniques. Enfin, c'est quand même assez. Ouais, ouais. Extrême. Il y a le côté un peu drôle. Ouais, C'est moi, je trouve ça ça. un peu Ouais, drôle. Il y a un ouais, côté un c'est peu ça. drôle, Ouais. mais ça attire le public, C'est ça fait de ça. la vue, C'est ça fait de la ça. masse, donc ça. C'est parce qu'il a utilisé ça, justement, qu'il s'est fait élire. En grosse partie. Donc, il a manipulé la masse. Après voir ce qu'il en fait. Parce que là-bas, c'est rendu à l'extrême. L'inflation est à 100 quelques % par année. Là. Ouais. Fait que le monde est. T'sais, il y a plus d'argent américain. Les Argentins ont plus d'argent américain individuellement là, qu'ils ont de pesos. Fait qu'imaginez. Ils se protègent, hein? Ouais, c'est bien le niveau de confiance envers le gouvernement. C'est vrai que c'est. Ouais. Au moins, ça. au moins, ils ont ça. Ouais. Un peu avant dans cette entrevue, et même aujourd'hui, et même là, assez récemment, on parlait effectivement des gens qui justifiaient toujours, qui étaient dans la spiritualité, qui aimaient le côté victimologie, qui vont toujours trouver des raisons aux personnes qui font des crimes. Et pour revenir un peu sur on parlait effectivement des tueurs en série, c'est une question que je voulais vous poser. Donc eux, ils vont trouver de la satisfaction à contrôler, à tuer l'autre par insécurité, par dévalo. Ils vont même avoir plaisir à se vanter. On l'a mentionné, c'est vrai qu'on voit souvent ça dans les émissions, dans les films, et voilà, c'est tiré d'histoires vraies. Ils revivent la scène, donc ils retrouvent aussi un certain plaisir à tout raconter. Et la dernière strate de tout ça, donc j'aimerais vous poser la question, c'est ils trouvent même un public. C'est très commun, c'est qu'il y a pas mal de tueurs en série qui vont recevoir des lettres d'amour, il va y avoir des fans, il va y avoir un fan club qui va se faire. Et souvent, ce qui est expliqué, c'est dire, ah bah c'est normal, c'est la célébrité, donc forcément, il va y avoir une sorte de cour qui va se créer derrière. Et j'aime bien avoir votre vision, comment expliquer que même un individu voilà, qui va faire des crimes absolument odieux, à faire pâlir des policiers les plus expérimentés, qu'est-ce qui explique qu'il va quand même avoir une aura, il va quand même avoir une cour et des lettres d'amour qu'il va recevoir de tous les États-Unis, si jamais on prend la caricature du tueur en série américain. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Parce que ces gestes, pour ces gens-là, c'est de la puissance. Donc, ces gens-là vivent beaucoup d'impuissance. Voyez-vous? Alors, ils sont attirés vers des gens qui sont en puissance. Des femmes, par exemple, qui admirent Ouais. à cause de la puissance. Que le besoin, l'impuissance de ces individus-là, face à cette puissance-là, ce qu'ils perçoivent comme une puissance, Oui. à ce moment-là, ça élimine tout jugement moral. Genre. Là aussi, c'est mécanique. Là aussi, c'est mécanique. Ouais, C'est-à-dire ouais, justement, ouais. C'est ça. Ça semble paradoxal, là, mais ça élimine. À cause, justement, qu'ils n'ont pas d'identité. Moins ils ont d'identité, plus ils vont adhérer à quelque chose comme ça. On revient toujours à la même chose. Hein. C'est toujours la base. ouais. C'est vrai, L'être humain est inconscient, justement, par manque d'identité. De savoir pourquoi il n'y a pas d'identité, c'est parce qu'il est lié aux autres tout le temps, émotionnellement. Tout passe par les autres. Tout son jugement, son discernement, etc., passe par les autres. À travers sa peur du jugement, sa peur d'être rejeté, etc. Où il est là-dedans, lui-là, à partir de lui-même, il n'est pas là. Donc, il ne peut pas développer sa personne, son identité réelle. C'est ça le problème humain. Ils se descendent continuellement. Comment il parle, comment il fonctionne, comment il déduit les choses, etc. Voyez-vous? Ils se descendent continuellement. Un peu comme, par exemple, un exemple de facile à voir, une personne qui parle de façon polarisée, il polarise son mental, c'est évident. Tant qu'il ne prend pas conscience, autrement dit qu'il n'observe pas sa façon de parler, ou il ne prend pas conscience de sa façon de parler. Lorsqu'il prend conscience de sa façon de parler, ben là, il peut ne plus activer cette polarité-là, ou cette façon de parler polarisée. Puis là, ben, tranquillement, il dépolarise son mental, il commence à voir un peu plus clair. Voyez-vous? Dans tout ça.
Non, mais c'est là effectivement où, à travers l'ensemble des exemples qu'on a cités, on voit vraiment que il y a plein de paradoxes entre la Tout personne le temps. justement, qui va tuer l'autre, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est la réalisation de ces paradoxes et qui doit amener tous les humains à se dire, voilà, avec notre lecture entre guillemets psychologique, ça a aucun sens. Ouais, Mais ben, c'est vrai que c'est d'un ça. point de vue cybernétique, systémique, peu importe le terme qu'on met derrière, enfin, tout fait sens. Donc, je pense que Ouais, c'est à force d'être face à ces paradoxes-là que n'importe qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre prisme. Notre prisme ne c'est nous permet pas ça. de comprendre ce qu'on voit. Ouais, le prisme psychologique, exactement.